Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Et ouais, pour ceux qui me connaissent, ma grosse passion ces derniers temps, c'est le full site editing. Il n'a pas eu bonne presse depuis son lancement, pas toujours eu bonne presse. Et il y a encore beaucoup de monde qui est un petit peu réticent. Et moi, j'accompagne des agences depuis quelques années maintenant. Je dirais que depuis début 2024, on est sur un outil qui est ultra viable, qui nous permet de faire des sites plus rapidement, j'estime à 30% plus rapidement, avec un process qui est hyper propre. Et c'est ce que j'espère vous transmettre aujourd'hui dans cette conférence. Hop. La première slide, c'est la plus importante. Comme ça, si vous voulez faire la sieste après, c'est pas de souci. Pour moi, le full site editing, pour beaucoup de monde, c'est un outil. Pour moi, c'est un outil et une méthodologie. Parce que si on ne fait pas comme il faut, c'est sûr qu'on va avoir l'impression qu'on ne peut rien faire avec. Et d'ailleurs, c'est légion sur LinkedIn en ce moment. On a beaucoup de phrases du genre « bon, Gutenberg, c'est pas aussi abouti que les autres constructeurs de pages ». Ma petite tendance du moment sur LinkedIn, c'est que WordPress c'est mort, il faut arrêter d'en faire, il faut aller faire du Webflow, tout ce que vous voulez. Bon, j'ai demandé à Gutenberg ce qu'il en pensait, il m'a dit « lol ». On va essayer de détailler un petit peu tout ça. J'aime bien Elementor. Je ne suis pas là pour faire le procès d'Elementor, Divi, etc. Je vais vous dire pourquoi je ne l'utilise pas. Déjà, la première chose, c'est que dans un bloc, on va avoir jusqu'à 200 options différentes. C'est très pratique pour un designer qui veut tout faire en édition directement. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais donner à mon client comme ça. Hop là. Petit exemple avec les couleurs. Au niveau des couleurs, en fait, on va avoir ce petit sélecteur avec la petite planète sur le côté gauche qui nous permet de sélectionner une couleur globale qu'on a définie en avance. Ça, c'est très bien. Mais on a le sélecteur de couleurs principal qui nous permet de sélectionner n'importe quelle couleur. Si vous donnez ça à votre client, qu'est-ce qu'il va faire? C'est sûr qu'il va choisir une couleur hors charte à un moment donné, à part si on l'a bien formé. Même si on l'a bien formé, il va avoir cette tentation un jour ou l'autre de le faire. Donc ça me plaît moyen. J'adore placer cette slide dans toutes mes conférences, de l'oncle Ben qui dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En gros, je ne donnerai pas à mon client le cockpit d'un avion en lui disant « tu ne touches pas à tous les boutons, il y a juste celui-là, c'est sûr qu'il va vous cracher l'avion, que ce soit demain ou dans 6 mois ». Donc je préfère éviter ça. Maintenant, le problème de WordPress par rapport à juste du Elementor, c'est que WordPress il est multi-public. On va avoir des agences qui font des sites avec, des freelances, les bricodeurs, alors c'est les low-codeurs en fait, j'aime bien appeler bricodeurs, et pas d'aspect négatif là-dedans, hein, bien sûr, les no-codeurs, et bien sûr nos clients finaux qui vont l'utiliser. Le plus compliqué dans WordPress aujourd'hui, c'est les méthodes de fabrication, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que j'en veux pas aux gens qui partent faire du Webflow, parce que quand ils se renseignent sur Internet, ils voient qu'on peut utiliser des thèmes premium, qu'on peut faire du développement sur mesure, qu'on peut utiliser des constructeurs de pages, et il y en a beaucoup. On peut faire du FSE maintenant, on peut faire de l'hybride aussi, à moitié constructeur, moitié développement. On peut même faire du headless avec du React, etc. Donc c'est sûr que pour un nouveau qui arrive dans la communauté, il commence à regarder les tutos, il dit « je comprends rien, c'est quoi la bonne méthode en fait ?» Bon, souvent ça va sur Elementor parce que 17 millions d'installations actives, c'est quand même un très bel outil, il n'y a pas de souci. Mais du coup, l'objectif du projet Gutenberg, c'est de faire un éditeur qui réponde à tous les besoins et à tous les publics. Et ça, c'est compliqué. Ça veut dire que un développeur, il faut qu'il y trouve son compte, mais le client final, il faut qu'il trouve son compte aussi, ce qui n'est pas évident. Et le designer, les concepteurs de sites, etc., tout le monde doit y trouver son compte. C'est là où du coup on ne peut pas prendre un parti aussi strict que Elementor à ce niveau-là. Il va falloir réfléchir un petit peu la chose, et c'est pour ça que le projet a mal été compris bien souvent à son début, parce que il faut que l'éditeur il fonctionne avec tout le monde. Fonctionner avec tout le monde, ça veut dire que... Passez trop vite. Fonctionner avec tout le monde, ça veut dire qu'il faut que votre client final, il n'ait pas une interface qui soit une usine à gaz dans les mains. C'est ça qui est important. Maintenant, on va venir un peu plus au FSE. Et en réalité, on dit souvent qu'il y a 2 éditeurs distincts dans WordPress, basés sur la même technologie, bien sûr. Mais il y a d'un côté le full site editing. C'est l'interface que nous, créateurs de sites, on va avoir pour préparer les choses en amont. C'est là où c'est important. Donc dans apparence, éditeur et style, par exemple. Cette interface, on ne va pas la donner au client parce qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses avec. Et en fait, donc ça c'est le FSE. Et ce que j'appelle Gutenberg tout simplement, c'est l'éditeur classique, enfin non pas classique, c'est pas le bon nom, c'est l'éditeur qu'on connaît depuis 2018 de blocs, voilà, qui nous permet de créer des contenus et d'écrire. Ça, on va donner à notre client. Et en fait, ce qu'on va voir dans la suite, là, c'est qu'on va pouvoir personnaliser l'interface, notamment à droite, pour retirer des réglages qu'on ne veut pas. Tac. Voilà, donc la conférence, c'est quand même les 5 étapes du full site editing. C'est les 5 étapes que j'ai identifiées pour faire
un site avec le FSE qui soit efficace, et il faut le faire dans le bon sens. La première étape, on va toutes les voir rapidement, mais la première étape, ça va être d'interpréter le design system de notre designer dans le theme.json ou dans l'interface de WordPress. Le but étant de récupérer tout ce qui a été contraint par le design system. Les couleurs, les typographies, les espacements, les bordures, tout ça sous forme de valeurs qui seront générées en CSS par la suite et qu'on va pouvoir réutiliser dans le reste. On va faire des variations de style pour faire des variations de boutons, par exemple, des compositions, donc des regroupements de blocs qu'on va pouvoir réutiliser dans le site, mais aussi dans d'autres sites. Et c'est là où le FSE il apporte toute sa puissance. Et après, une fois qu'on a tout ça, on fait les modèles de page classiques, hein, et éventuellement, on fait des blocs sur mesure si on n'a pas arrivé à tout faire. La prochaine conférence, justement, elle va se focaliser sur ce bloc-là. On va voir qu'on a plein de solutions pour éviter de faire du code sur mesure pour faire des blocs. J'ai fait le même schéma, mais cette fois avec la rapidité de conception et la complexité. Par exemple, on voit que les variations de style de bloc, c'est le truc le plus facile et le plus rapide à faire. Donc on va pouvoir en faire plein. Le theme.json, c'est pas très compliqué, c'est juste que ça prend un peu de temps, surtout sur les premiers projets. On verra un exemple après. Les compositions, j'ai mis que c'était un peu long et un peu plus complexe parce que, en fait, sur certains sites, on va avoir besoin d'en faire beaucoup. Ça m'est arrivé sur un site d'en faire 70 compositions. Donc, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est long, quoi. Les modèles, une fois qu'on a fait les compositions, c'est rapide, mais il faut quand même prendre en compte qu'on a l'entête, le pied de page. Si vous avez un méga menu, ça va être un peu plus compliqué. Bon voilà, il y a des petites choses comme ça qui vont peut-être nous prendre du temps. Et les blocs sur mesure, en réalité, ça peut être très très facile. Ça pourrait être même aussi facile qu'une variation. J'ai préféré le mettre en haut, compliqué et long, parce que ça demande d'avoir des compétences en développement, à minima du PHP, au mieux du React, du JavaScript, et que souvent on a dans les projets clients, on a des besoins qui sont assez spécifiques, et du coup, ça peut prendre du temps, quoi. C'est le potentiel de complexité surtout là. Voilà, donc on va retrouver cette méthodologie. On commence par la première qui est l'interprétation du design system. Si vous êtes une agence, que vous avez des designers, il y a fort à parier qu'ils travaillent avec Adobe XD, Figma et qui font plus ou moins des design systems. Le design system, c'est un peu plus complexe qu'une charte graphique parce que c'est un petit peu le conditionnement de toutes les valeurs possibles dans votre site, application, charte graphique, avec les cas d'usage. Là, j'ai pris un exemple, c'est Untitled UI, qui est pas mal, qui est hyper complexe par contre. Ça, c'est toutes les couleurs. Hein. Dans votre site, vous n'aurez jamais autant de complexité, je l'espère pour vous, parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge sinon. Il y a des dégradés, il y a l'utilisation des variables de couleurs en fonction des cas de figure sous les différents textes, etc., etc. L'objectif, en fait, si vos designers font déjà ça, ce que j'aime avec le FSE, c'est que justement, il vient s'intégrer parfaitement aux standards de l'industrie. C'est-à-dire que le métier de designer, il est bien comme ça, il variabilise tout, il contraigne tout. Et nous, on va aller récupérer ces informations-là pour faire exactement la même chose, mais dans notre site WordPress. Du coup, on est vraiment sur une ligne parfaite de flux de production avec les designers. Tac. Un petit exemple du theme.json. Alors le theme.json, j'appellerais pas ça de la programmation, c'est plus de la configuration. Le JSON, c'est un format qui est quand même assez simple à comprendre, c'est des clés et des valeurs, les clés en rouge, les valeurs en vert ou en orange. Il y a un schéma en haut qui permet, en fait, WordPress a fait une sorte de documentation d'instruction à destination de votre éditeur de code. Si vous essayez de mettre une valeur qui n'est pas possible, qui n'existe pas, ou qui est mal utilisée, il va vous le souligner, comme dans Word en fait. Comme ça, vous saurez directement que cette valeur n'est pas possible. Il va même vous suggérer des valeurs. C'est pas de l'IA, hein, c'est vraiment de la suggestion des valeurs possibles. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. En plus, c'est bien documenté sur wordpress.org et du coup, vous allez avoir pas mal de choses. Ce fichier, il va nous servir à 3 choses. La première, ça va être de récupérer les valeurs du design system, donc définir les différentes couleurs, les différentes tailles de police, les différentes typographies, bordures, espacements, toutes ces valeurs-là. Il va les mettre là-dedans, il va générer des variables. La deuxième chose qu'on peut faire dans ce fichier, c'est de générer de choisir les fonctionnalités qu'on va garder pour notre client. Et c'est là où je trouve que c'est le seul éditeur de contenu aujourd'hui qui permet de le faire. C'est-à-dire que si on ne veut pas que le client choisisse des marges, par exemple, on peut désactiver la fonctionnalité. Ce qui fait que vous, en tant que freelance ou agence, votre responsabilité sur les premiers projets, ça va être de définir votre user experience idéale. Vous allez vous dire, je pense que le client final n'a pas besoin de cette fonctionnalité-là, on l'enlève. Celle-là, par contre, on va la garder, etc., etc.
Et enfin, on va aussi appliquer les styles par défaut. Donc une fois qu'on a toutes ces couleurs, ces espacements, on va dire par exemple que les textes, ils ont telle couleur, tel typo. Les boutons, ils ont tel arrondi, telle couleur aussi, tel espacement à l'intérieur, etc., etc. Donc en fait, on applique à nos composants du site et à tous les blocs de l'éditeur des styles par défaut. Ça peut prendre du temps, mais c'est surtout sur les premiers sites. Après, le fichier, il est déjà fait et on n'a plus qu'à changer les valeurs. Donc même si vous n'êtes pas développeur, c'est quand même pas mal. Souvent, on me dit, mais en fait, dans l'éditeur, on peut faire tout ça. On peut faire pas mal de choses. En fait, par exemple, désactiver les fonctionnalités ou créer des variations de blocs, on ne peut pas le faire actuellement dans l'éditeur. Donc c'est pour ça que je conseille toujours de passer par le theme.json. Il nous ouvre toute une palette de nouvelles fonctionnalités sans trop de complexité supplémentaire, quoi. Hop. Voilà. Ici, par exemple, dans Settings Color, j'ai défini ma palette de couleurs. On la retrouve ici. Vous voyez, c'est simplement un tableau avec différentes valeurs. Un truc qui est important, donc je donne le nom, je donne un slug, donc un nom unique, et la valeur de la couleur. Ça peut être du HSL, ça peut être du RVBA, ça peut être du hexadécimal. Ça va finir dans le CSS, donc toute valeur possible dans le CSS, ça marche ici. La seule chose que je demande à chaque fois, c'est de trouver une nomenclature dans votre entreprise qui sera toujours la même d'un projet à un autre. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout à l'heure que quand on fait une composition, qu'on l'exporte et qu'on la met dans un autre site, si l'autre site il a aussi primary, secondary, accent, contrast, etc., et ben les couleurs, les espacements, les typographies vont automatiquement s'adapter et ça va fonctionner. Je vous montrerai après. Et on a aussi des true et des false là-haut qui nous permettent justement d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités de l'éditeur. On sait juste vraiment changer la valeur de true à false. Par défaut, si vous ne changez rien, vous avez ce sélecteur de couleurs à gauche où il va y avoir les couleurs du thème que vous avez définies, les couleurs par défaut de WordPress qui ne nous seront pas super utiles, éventuellement des couleurs personnalisées, l'accès au dégradé là-haut. Et du coup, si vous cliquez sur violet, vous allez avoir le sélecteur de couleurs et vous pourrez choisir la couleur que vous voulez. Moi, maintenant, si je décide de contraindre à peu près tout, à la fin, je me retrouve qu'avec ce qu'il y a à droite. C'est-à-dire que mon client, il a seulement accès aux couleurs de la palette et pas une couleur de plus. Donc, on l'a contraint à respecter à la lettre le design system qu'on a défini. Et ça, je trouve que c'est cool. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire, pas aussi bien en tout cas, avec Elementor aujourd'hui ou les autres constructeurs de pages. Après, bien sûr, souvent on me dit « Ouais, mais en fait, je fais le site pour le client et il ne le touche jamais ». Dans ces cas-là, pas de souci, restez sur un Elementor, il n'y a pas de problème. Par contre, si demain, vous faites un site et que vos clients finaux vont l'utiliser, faites en sorte qu'il soit le plus simple possible, en fait. Et grâce à ça, eh bien, on peut faire des choses qui sont super. Ça va beaucoup plus loin que ça, parce que par exemple, sur les marges, on va pouvoir définir des espacements. Là, j'ai défini 5 espacements différents, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Et en fait, vous avez vu que le range, là, la rangée, elle est crantée. Ça veut dire que je ne peux pas choisir une valeur au pixel près, mais je vais pouvoir choisir le petit, moyen, grand et très très grand. Et je pourrais désactiver les marges internes, les marges externes. L'espacement des blocs, c'est l'espacement par défaut entre chaque bloc. Du coup, voilà. J'ai oublié de le mettre, mais dans la version originale, on a un petit bouton à droite qui nous permet justement de choisir une valeur par défaut, enfin une autre valeur arbitraire, en pixels, en EM, en REM, comme vous voulez. Je désactive cette fonctionnalité pour que mon utilisateur il soit obligé de choisir parmi les espacements que j'ai définis. Et là encore, on respecte à la lettre le design system. Tac. Ensuite, donc WordPress va nous générer des variables en CSS et dans le JSON. Il y a une petite nomenclature pour bien les comprendre. Au début, ça peut paraître un peu nébuleux, mais c'est ultra facile. Par exemple, là, quand je vais dans Style, Color, Text, voilà. Ici, je définis la couleur de base du texte sur tout le site. Et avec var preset color et le primary que j'ai défini tout à l'heure, je lui dis que c'est la couleur primaire de ma charte. Je vais définir le fond d'écran, je vais définir les espacements par défaut, les typographies. Et après, sur le bas, on voit Element. Et là, on commence à aller vers les éléments globaux, les boutons, les titres, les textes, les légendes. Et ensuite, encore en dessous, j'ai bloc. Et pour chaque bloc, je vais pouvoir définir le paragraphe, il ressemble à ça, le bouton, il ressemble à ça, etc., etc. Ça peut prendre du temps à configurer, bien évidemment. Bon, beaucoup vont me dire, mais attends, ça d'habitude on le fait en CSS. Et c'est une question qui est judicieuse. Pourquoi on le fait en JSON? En fait, parce que comme ça, on abstrait le fait que on ne va pas faire du CSS, donc on ne va pas faire de sélecteur CSS. Les sélecteurs CSS, c'est la responsabilité de WordPress. Je ne sais pas si vous les avez regardés déjà, bon, ça, ils ont fait du très bon CSS, mais il y a des sélecteurs avec du 2 points where, et bon, ces sélecteurs ne sont pas toujours très simples à manipuler. Et en fait,
Si on n'a pas à cette responsabilité, ce sera plus simple pour nous. Nous, on dit ce qu'on veut au niveau des couleurs, WordPress génère les sélecteurs pour nous. Si demain, WordPress, pour une raison X ou Y, ils l'ont déjà fait, ils ont cassé un truc dans la 6.7 qu'ils ont corrigé vite fait après, mais du coup, ils ont cette responsabilité des sélecteurs et nous, on a juste à s'occuper des couleurs, des espacements, etc. Donc oui, on ne fait pas du CSS, on fait du JSON, mais au final, c'est quasiment aussi simple. L'organisation, elle est assez claire, hein. On a les couleurs, les espacements, les typographies, on a les suggestions de valeurs aussi. C'est une petite habitude à prendre, mais à partir du deuxième projet, on est super à l'aise là-dessus. Donc voilà, on a plein de variables à notre disposition qu'on pourrait aussi réutiliser en CSS. Tout ce qu'on voit là dans le thème.json, on peut le faire dans Apparence Éditeur. Et on pourrait venir ici, là, c'est le panneau des typographies, où on va pouvoir télécharger des typos sur Google Fonts. On va pouvoir choisir les différentes variantes, les graisses, les tailles, etc. Et on va pouvoir les appliquer globalement aux éléments. Texte, lien, titre, légende et boutons. Le bouton, c'est pas qu'un bloc. On peut trouver des boutons en dehors des blocs aussi. C'est pour ça que c'est un élément qui est plus global. Donc rien n'empêche de tout définir ici et de l'exporter ensuite sur votre thème ou faire du no-code et tout laisser ici. Mais en fait, j'aime bien passer par le thème.json. Encore une fois, on a plus de possibilités, plus de fonctionnalités. Une petite astuce, c'est que ici, quand on télécharge une police sur Google Fonts, si on télécharge deux graisses, la 400 et la 700 par exemple, le problème c'est qu'il va télécharger les deux fichiers de graisse. Alors que si on le gère nous-mêmes dans le thème.json, on va pouvoir télécharger la typographie qui est fluide, et du coup en un seul fichier on a toutes les graisses. On n'est pas obligé de choisir entre 300 et 400, on peut choisir 350 par exemple. Et du coup c'est plus léger, ça fait moins de fichiers à charger. Et du coup, c'est pas mal. C'est pour ça que je préfère passer par le thème.json, même si une approche quasiment no-code, elle est totalement possible. Donc voilà. Ça, c'était l'interprétation du design system. Il ne faut pas négliger cette étape. Elle est un petit peu longue au début parce qu'avec le FSE, on passe du temps à préparer et à la fin, sur les dernières étapes, on est hyper efficace. Les variations de style de bloc, on a vu, hein, c'était le plus facile à faire. Voilà un exemple typique, ces boutons. Dans un site, souvent, votre designer va vous faire un bouton principal, un secondaire, éventuellement un tertiaire, un transparent avec des bordures, etc. etc. Typiquement, dans Elementor, on peut définir un style de bouton et si on en veut plusieurs, il faudrait les enregistrer à un autre endroit dans la bibliothèque. Je trouve qu'en termes d'expérience du concepteur de site, c'est pas super. Le but aussi, c'est pas de les designer. Nous, on va les designer une fois, on va les enregistrer et après, notre client, notre utilisateur va les consommer d'un seul clic. Hop, voilà. Quand on sera dans l'interface à droite, dans les styles du bouton, on aura plein alternatifs, doux et transparents. Et d'un clic, quand on va appuyer dessus, on va appliquer tous les styles. Ça, c'est vraiment génial. Au niveau du JSON, alors c'est encore du JSON, on aime bien faire du JSON avec le FSE, faut s'y faire. C'est exactement le même schéma que le thème.json, sauf que on va simplement définir un titre, un nom pour cette variation. On va dire sur quel bloc il va s'appliquer, par exemple core/button, et ensuite, dans style, on va définir les styles qui changent par rapport au style global. Là, par exemple, j'ai changé la couleur de fond et la couleur du texte. J'ai utilisé la secondary alt et j'ai utilisé la couleur de base pour les textes, le blanc. Donc faire une variation, c'est aussi simple que ça. On crée un fichier, on le met dans le dossier style. C'est pas des styles CSS du coup dans notre thème. Dès qu'on a fait ça, la variation, elle est déclarée dans WordPress automatiquement et on peut l'utiliser tout de suite après. Bien sûr, cette approche, elle peut montrer des limites. C'est-à-dire que faire que du JSON alors que des fois on a besoin de CSS, ça peut nous poser des problèmes. Cet exemple-là, je l'aime bien parce que souvent dans les pro Elementor, ils me disent oui mais moi si je veux faire des formes de séparation, j'ai un éditeur pour le faire. Et dans Gutenberg, il n'y a pas, effectivement. Sauf que pour moi, ce n'est pas le rôle de l'éditeur de faire ça. On a énormément de générateurs de formes de séparation sur Internet. En 2 clics, on génère notre forme et on récupère le CSS correspondant. Donc après, on va prendre le CSS et générer des variations. Vous voyez, là, la première, c'est une vague. Le deuxième, c'est en diagonale. Et dans les styles, en haut à droite, vous avez par défaut diagonale, coloré et vague. D'un seul clic, j'applique tout. D'ailleurs, je peux changer la couleur de fond, il n'y a pas de souci, hein, ça continue de marcher. Et pour ça, hop, on peut faire du CSS. Donc là, du coup, on récupère la responsabilité de se taper des sélecteurs. Et en fait, il y a une fonction dans WordPress qui vous permet de déclarer des fichiers CSS pour chacun des blocs. Et du coup, il va charger votre fichier CSS uniquement si le bloc est présent dans la page. En fait, WordPress, il y a une très belle équipe de performance hein, dans le cœur. Et
tout ce qui est géré par ça, si vous utilisez les bonnes fonctions, vous avez beaucoup de soucis qu'on avait avant, qu'on n'a plus besoin de s'occuper aujourd'hui. Et du coup, j'ai mis des clip pass en CSS pour faire mes formes polygonales. Là, la vague, elle commence, on la voit là, il y a énormément de valeurs. Mais du coup, je l'ai mis en CSS. WP block group pour viser le bloc groupe. Et ensuite, le isStyle et le nom du slug qu'on a mis. En fait, ces sélecteurs sont très faciles, donc ils changeront probablement jamais dans WordPress, donc ça ne vous fera pas de maintenance supplémentaire. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que si c'est simple, on fait du JSON. Si on a besoin de plus, on peut mettre du CSS dans le JSON, mais c'est compliqué à lire. Du coup, vous pouvez faire un fichier à part. On n'est jamais vraiment limité dans Gutenberg. On a toujours une solution un peu plus custom, en fait. Hop là. Donc voilà, les variations, c'est tout ce qu'il y a à dire. On peut en faire très facilement et il n'y a pas besoin de plus de choses. Maintenant, on passe aux compositions. Les compositions, c'est un agencement de blocs dans une mise en forme particulière. Vous pouvez voir, ça c'est ma petite composition là. À gauche, on a colonne, titre, texte, bouton. On a le bloc rangé qui nous permet de mettre des choses sur une même ligne horizontale. C'est un display flex pour ceux qui font du CSS. Rien de sorcier. Dans la deuxième colonne, il y a une image et une galerie avec 2 images. Je définis mes espacements, je définis mes couleurs, etc. Et une fois que j'ai ça, je prends cette composition, soit je l'enregistre en base de données, soit je l'exporte dans mon thème en fait. Et cette composition, je vais pouvoir la réutiliser très facilement. Si je l'importe dans un prochain site, il se passera ça. Tac. Un site où cette fois la couleur dominante est le bleu, et ben ma composition elle continue de fonctionner. Elle a simplement hérité des espacements, des typos et des couleurs du nouveau thème. D'où ce que je disais tout à l'heure, c'est très important que vos couleurs vous ayez une nomenclature de couleurs qui soit toujours la même. Pareil pour les espacements, etc. Et du coup, ces compositions, c'est puissant parce que il n'y a pas 50 000 façons de présenter les sites sur les bases. Il y a souvent 3 colonnes ou 2 colonnes avec image d'un côté, titre, texte, appel à l'action de l'autre. Eh bien, à chaque fois que vous allez faire un site, vous allez vous faire une librairie, une bibliothèque de ces compositions que vous allez pouvoir potentiellement réutiliser plus tard, quitte à les modifier bien sûr. Mais plus vous allez faire de sites, plus vous aurez une base de départ qui sera conséquente et plus vous serez rapide à l'avenir pour faire des sites. Et en bonus, moins vous réinventez la roue à chaque fois, parce que quand on fait des intégrations HTML, moi j'en ai fait énormément, j'ai l'impression de toujours à peu près faire la même chose, mais il y avait toujours une petite différence. Donc là, ça m'a fait un vrai gain de temps, quoi. L'avantage du FSE, il est beaucoup ici. Dans le FSE, côté créateur de site, on a une bibliothèque, donc dans l'apparence éditeur composition. Vous allez avoir des catégories que vous allez pouvoir définir pour ranger vos compositions. Là, c'est le thème Oli. Si vous voulez tester le FSE très rapidement, vous installez le thème Oli en version gratuite et vous allez pouvoir justement tester tous ces concepts-là qu'on voit aujourd'hui sans avoir à créer votre propre thème. Et il vous propose 66 compositions par défaut. Il y a des appels à l'action, des grilles de prix, des sections complètes. Et en fait, du coup, à partir de cette interface, là, vous avez en haut à droite ajouter une composition et vous allez pouvoir créer votre composition à base de blocs natifs ou de blocs custom que vous aurez créés. Et en fait, l'objectif, c'est que votre client, lui, dans Gutenberg, il va cliquer sur le bouton plus en haut à gauche qui permet d'ajouter un bloc. Il va aller dans l'onglet composition, il va retrouver les catégories. On va avoir une liste d'aperçus qui est assez sympa. Et là, d'un seul clic, hop, ça va importer automatiquement la composition et il n'aura plus qu'à modifier les contenus. Donc en direct, en cliquant sur Download Plugin, il va pouvoir changer le contenu. Pareil pour le bouton, le lien, le texte, etc. Et si jamais en cliquant sur le bouton, il veut changer le style du bouton, il aura les variations qu'on a vues précédemment. Donc du coup, dans cette approche, on est vraiment dans l'atomic design que Brad Frost avait donné en 2013 déjà, si je ne dis pas de bêtises. Il avait fait tout un bouquin à ce sujet sur lequel, en fait, que ce soit en programmation, sur des applications web ou quoi, on essaye de faire des plus petits composants possibles qu'on va regrouper ensemble pour faire des compositions ou des molécules, etc., etc. Et je trouve que c'est très bien que WordPress ait décidé d'aller sur cette approche-là parce qu'elle marche dans tous les domaines aujourd'hui. Quand on fait du React, on fait des composants aussi, en fait. Du coup, c'est parfait. Parfait dans votre réflexion aussi, vous allez plutôt réfléchir vos pages comme des compositions plutôt que comme des pages complètes et monolithiques. Quand votre client il va avoir toutes ces compositions dans la main, il va pouvoir créer des nouvelles pages lui-même, il pourra agencer différemment ses compositions comme il a envie. Si par contre il a un besoin spécifique, il vous appelle et vous n'allez pas forcément designer une nouvelle page, mais simplement une nouvelle section qui servira à un besoin particulier. Tac. Modèle de page, bon, ça c'est le classique.
Le modèle de page, c'est pareil. Dans le full site editing, on a accès à tous les modèles de page. Si vous avez déjà fait un peu de code ou que vous avez déjà vu le template hiérarchie de WordPress, vous savez, c'est le gros schéma là, avec des ramifications de partout. C'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé par rapport au WordPress classique. Vous allez avoir un modèle pour la page d'accueil, un modèle pour les pages classiques, pour les articles du blog, pour la page d'archives du blog, etc., etc. Même les pages 404 maintenant. Par exemple, ça avant, on ne pouvait pas vraiment les éditer. Aujourd'hui, elles sont présentes ici. Et donc, dans les modèles, on va pouvoir faire plein de choses. Ici, par exemple, on a des blocs qui sont dynamiques. On a un bloc qui s'appelle titre de publication, qui va nous permettre de récupérer le titre que votre utilisateur aura écrit. Là, vous choisissez la mise en forme comme vous voulez. Vous avez un bloc qui s'appelle contenu, qui va récupérer le contenu Gutenberg de votre client. J'ai l'image mise en avant aussi en gris. Et du coup, en fait, on crée un modèle vide qui va automatiquement se faire remplir par ce que le client il aura marqué. On a la même chose pour les pages d'archives, mais on a aussi le bloc boucle de requête. La boucle de requête, c'est un petit peu la WP Query pour ceux qui font du développement classique. Bon, j'appelle classique, mais c'est pas non plus, c'est pas un mal de faire du développement classique. Hein, c'est juste que voilà. Et là, le boucle de requête, c'est un bloc dans lequel on va pouvoir mettre tous les blocs qu'on veut. Donc il va récupérer automatiquement la liste des articles. Je l'ai mis en vertical, mais j'aurais pu faire une grille de 3 par 3 par exemple. Et on va avoir quelques options, comme la WP Query, pour filtrer ces affichages. On peut enlever les articles mis en avant, les épingler. On pourrait choisir par un auteur en particulier, une catégorie en particulier, etc. Mais généralement, on laisse faire WordPress, il sait quoi mettre dans la boucle, quoi. Et du coup, on va pouvoir faire plein de choses sympas. J'ai mis par exemple les catégories par-dessus l'image aussi, j'ai mis la date, le titre, etc. Et en fait, on peut tout faire comme ça. Et ça, on le fait visuellement en fait, au lieu de le développer à la main comme on faisait avant. La dernière étape, c'est que si jamais toutes ces étapes-là n'ont pas suffi, on va pouvoir passer à du développement sur mesure. Alors avant de créer des blocs sur mesure, on a une super fonctionnalité qui est assez récente qui s'appelle le block bindings, qui va nous permettre en fait de stocker une donnée. Par exemple là, c'est des randonnées, j'ai la distance et le dénivelé. En fait, quand on clique sur le paragraphe, vous voyez, il est en violet à droite parce qu'il a été dynamisé. C'est-à-dire que vous voyez dans les attributs en bas à droite, j'ai mis que le contenu de ce paragraphe, il était lié au dénivelé, qui est une métadonnée de mon article. Ça veut dire que la donnée est enregistrée dans la page, dans l'article, mais pas dans le contenu, dans les métadonnées. Ça veut dire qu'on peut faire des requêtes après dessus. Sur la page d'accueil, si on veut dire les trois randonnées les plus longues que l'on vous propose, on pourra faire un bloc de requête qui va récupérer cette info et faire l'affichage par distance. Donc ça, c'est super cool, ça nous enlève beaucoup de problèmes qu'on avait auparavant. On pourrait les récupérer grâce à des sources custom, des champs ACF par exemple, des données qui sont dans la base de données, faire un appel API, peu importe quoi. C'est un peu comme un shortcode en fait, mais en plus moderne. C'est-à-dire qu'on ne se tape plus le code entre crochets, mais on a juste simplement une info de démo qui est affichée. Et ça, c'est top. Après, bien sûr, si ça ne suffit pas, on peut aller chercher des extensions de blocs sur le répertoire, bien sûr. Vous pouvez aussi faire vos blocs. Il y a deux façons de faire les blocs. Soit en PHP avec ACF. Je pensais que ACF allait mourir, moi, avec le FSE, mais pas du tout. Il s'est fait une deuxième jeunesse et c'est génial. La seule différence, c'est qu'on édite les contenus sur le groupe de champs à droite, par exemple, et l'aperçu se fait en quasi temps réel. Il y a une toute petite différence d'ergonomie. La semaine dernière, ACF a publié une vidéo où ils sont en train justement de faire en sorte que d'ici cet été, vous cliquerez sur WooCommerce là-haut et vous pourrez éditer le contenu en direct. Ça réduit encore la marge entre le natif et ce que propose ACF. Et du coup, si vous savez faire du PHP, mais vous ne savez pas faire du JavaScript et du React, eh bien, il n'y a quasiment aucune raison d'aller faire du JavaScript. Et ça, c'est un très très bon move de la part d'ACF, encore une fois. La dernière, c'est de faire du React. Alors j'ai fait volontairement que ça fasse peur, mais c'est vraiment sympa. Ça a vachement évolué depuis 2018. D'un côté, il y a un bloc.json, exactement comme le thème.json, où on va déclarer tous les attributs du bloc et toutes ces informations. On va pouvoir activer des fonctionnalités dans Supports aussi pour activer la gestion des couleurs, des alignements, etc. Ça se fait tout seul, vous n'avez rien besoin de faire d'autre que pour avoir ces fonctionnalités. Parce qu'en grosso modo, pour la technique, c'est que ça enregistre la classe directement dans la balise div, la première, et du coup, ça se gère tout seul. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il y a un fichier edit pour l'éditeur et un fichier save pour le front, parce que dans l'éditeur, vous allez avoir des champs administrables, c'est la balise rich text, et dans le save, en fait, on va récupérer ce contenu et l'enregistrer, le HTML qui partira en base de données. Ce qui fait que des fois, on a besoin de faire un petit peu double emploi.
Tac. Voilà un peu des blocs que j'ai fait pour mon site, Capitaine WP, où j'ai fait des blocs alertes, j'ai des variations pour ça. J'ai fait une douzaine de blocs, il y en a un qui me permet de gérer ma partie premium, qui est conditionnelle. Si vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas accès au contenu, à la place il y a un call to action. Il y a un bloc pour faire du sommaire qui se génère en temps réel. Bon, bref, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est vraiment, vraiment cool. Du coup, on n'est jamais vraiment limité, quoi. Petite astuce pour la fin, quand vous êtes développeur de site, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un admin.json qui me permet en fait de reprendre le thème.json, juste les fonctionnalités, il est à droite, et je passe toutes les fonctionnalités à trous. Comme ça, moi en tant qu'administrateur, j'ai accès à toutes les fonctionnalités de l'éditeur. Par contre, mon client, lui, sera bien basé sur le thème.json. Et vous voyez qu'en PHP, c'est même pas 10 lignes de code pour aller chercher le fichier et mettre à jour le thème.json grâce à un hook, qui est vraiment très pratique, on peut faire plein de choses avec. Donc du coup, sans trop de complexité, même si vous n'êtes pas développeur, vous allez pouvoir vous créer une expérience utilisateur différente, vous les administrateurs, par rapport à vos clients. C'est fini. Ok. Hop, et ben voilà, ouais, non, celui-là j'ai pas le temps, mais j'ai fait tout ce que je voulais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais, salut Maxime, merci pour la présentation presque complète, très dense, et peut-être la question permettra de compléter. J'ai une problématique il y a 2 semaines, je ne l'ai pas demandé sur LinkedIn d'ailleurs. Est-ce que tu peux personnaliser quand tu as un thème.json avec des couleurs, tu utilises une extension qui ramène des blocs propres à cette extension, ça ne récupère pas tes couleurs de ta palette? Et le client se rebalade avec le carré où il va pincer sa couleur arc-en-ciel. Ça dépend de l'extension. C'est-à-dire que la plupart des extensions sont en train de se baser sur ton thème.json. Par exemple, une extension de formulaire qui fait son propre bouton, qui n'a rien à voir avec le tien, c'est vrai que c'est super frustrant. Je ne sais pas où en sont les Gravity Forms ou les autres plugins de formulaire, mais s'il ne le fait pas, tu seras obligé de faire du CSS pour le... Parce qu'en fait, il faut que tu utilises le système de variables, quoi. Là, plus concrètement, si tant est que tu connaisses l'extension, c'est FunnelKit, j'allais dire comme Cartflows, qui propose donc du coup un tunnel de vente. Ils ont inventé carrément ils ont reproduit leur bloc pour faire la page panier, la page de remerciement, parce que pour ramener ce qu'ils ne pouvaient pas faire et qu'ils étaient bloqués avec WooCommerce. Ouais. Et là, la palette n'est pas interprétée. Et elle n'est pas interprétée. Avec des filtres, j'ai oublié quelque chose, manqué quelque chose. Alors peut-être qu'eux, ils ont un filtre pour que tu puisses lui injecter les couleurs. La problématique qu'on a vue là dans le thème.json, je vous ai dit tout à l'heure, il faut que vous ayez votre propre nomenclature. Moi, j'ai mis primary, secondary. Si tu regardes le thème Oli, ils ont mis des noms différents. Si tu te regardes 2025, c'est encore des noms différents. Parce que le nom de la couleur, ça va être un peu son rôle en fait. Et ça dépend des sites. Mais le problème, c'est que tu changes de thème, ça marche plus. Et les plugins, du coup, ils n'ont pas un nommage qui est standard, du coup ils savent pas comment le récupérer. Il faudrait que le plugin il ait une option pour dire c'est quoi, comment elles s'appellent tes couleurs, quoi, la principale, la secondaire, pour que tu puisses les récupérer. Il pourrait les lire dans le HTML de la page, mais encore une fois il saura pas qui est quelle couleur, quoi. Il faudrait qu'il puisse te proposer la palette justement et toi tu définis aussi les couleurs de chacun. Mais si le plugin s'est pas mis à jour sur le FSE, effectivement, il va falloir que tu le refasses en CSS, quoi. Par contre en CSS, toi tu as accès à tes variables et tu pourras dire color et c'est ta var, la couleur, la WP, preset, color, primary par exemple. Comme ça, au moins tu es sûr que tu es sur ta variable et tu ne recolles pas du hexadécimal. Ok, merci. Bonjour, comment le système, tu peux gérer en fait les dark mode et light mode? Ah, le dark et light mode? Ouais. Je vais aller là-bas. Non, il y a 2 problèmes avec le FSE, c'est que le responsive n'est encore pas super bien géré. Ils essayent de trouver une solution qui ne soit pas comme Elementor, à savoir qu'il y a les petits boutons mobile, tablette et desktop pour chaque option, pour éviter de rendre l'interface compliquée. Et pour le dark mode et le light mode, la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient en train de réfléchir pour déjà pouvoir changer le... On a vu les variations de style de bloc, mais on a les variations de style de site aussi. Et du coup, ils réfléchissaient pour ce dark mode, et ils réfléchissaient aussi pour appliquer différentes variations de style en fonction des pages ou des modèles de pages où on est. Peut-être que celui qui vient après, tu leur poseras la question. Je pense que peut-être qu'il sait, mais moi, il y a une réponse là-dessus?
Pas encore, voilà, bonne réponse. Mais t'es pas le seul à le demander, donc c'est vrai que je me suis posé la question le jour en mode putain, j'aimerais bien qu'on ait un bouton dark mode, etc. En vrai, tu peux toi dans le fichier CSS juste redéfinir les valeurs. Tu fais ton @prefers darkscheme et scheme. Désolé pour l'anglais, il est catastrophique chez moi. Et à l'intérieur, tu redéfinis tes mêmes variables, tu connais les noms et tu redéfinis des valeurs. Ça ne sera pas dans le JSON, c'est un peu frustrant, mais ça sera dans le CSS et ça redéfinit. Tu peux le faire comme ça très simplement en tout cas. Ça se bricole. Merci Maxime pour la conf. Petite question, je bosse en agence et on est séparés en front et en back au niveau des devs. Aujourd'hui, en passant sur le FSE, comment tu répartis justement le boulot entre les deux, vu qu'il y a une bonne partie de ce qu'on faisait en front qu'on peut faire en configuration du template.json. Il faudrait que le front se mette à faire du template.json pour continuer toute la partie front. Je te remercie, ça fait la slide que j'ai pas eu le temps de faire. C'est vrai que il y a un gros chamboulement des compétences dans votre agence. Et effectivement, le chef de projet, lui, ce qui va être important pour lui, ça va être de comprendre les 5 étapes pour pouvoir faire le découpage du projet et de faire l'estimation aussi. Ce qui est bien, c'est que quand tu es en projet client, tu sais ça sera des variations, c'est facile, ça sera des compositions, ça va. Ça, c'est un bloc sur mesure, déjà ça va coûter un peu plus. Ça aide à bien découper le projet. Le développeur, lui, il va développer surtout des blocs sur mesure, c'est-à-dire que son développement, il va se spécifier dans des zones très spécifiques. Le designer, s'il fait déjà son taf, lui, c'est un grand plaisir pour lui parce qu'on s'adapte à ses méthodes de travail, qui sont les bonnes depuis le début en fait, c'est nous qui étions à la bourre. Par contre, s'il y a quelqu'un qui gueule dans votre agence, ce sera l'intégrateur. Et il y a des agences qui sont passées au FSE et effectivement, les intégrateurs, ils ont gueulé. J'ai quelques exemples. Mais du coup, oui, il ne va plus faire de HTML, à part si sur les blocs sur mesure. Donc, sinon, il en fait plus. Le CSS, on a vu qu'il le faisait un petit peu, mais surtout, il va faire du JSON. L'intégrateur, il a été formé à l'HTML, CSS, tu lui dis demain, tu vas faire que du JSON. Il va dire, mais ça me saoule. Bon, je peux l'entendre. Mais visuellement, on peut refaire des sites hyper qualité sans avoir à passer par la case intégration. Et au final, comme avec certains autres technos, moi je fais du Tailwind à la place de faire du CSS. Maintenant, je fais plus vraiment de CSS en fait. Alors j'adore faire du CSS quoi. Mais bon, il faut vivre avec son temps et s'adapter et trouver comment on fait les choses quoi. Okay, merci. Question. Est-ce qu'on est bon? S'il n'y a plus de questions, on va passer à la conférence suivante. On remercie Maxime pour son intervention. Merci à tous.